manchette ce soir. C'est une surcharge électrique qui a causé les inconvénients techniques à la télévision de Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et Sonia Côté n'écarte pas l'idée de se lancer en politique municipale. Bonsoir et bienvenue à ce web journal du jeudi 18 février. Le téléjournal de la station de télévision Ici Radio-Canada est revenu en ondes en direct à 11h55 aujourd'hui après 2 jours d'interruption. Une panne majeure à la suite d'une démarche d'entretien en est la cause. Marie-Claude Pronovo, que s'est-il passé? Eh bien voilà, Andréane, une panne électrique, c'était une équipe d'entretien électrique qui ont changé une pile UPS. Cette pile-là sert à alimenter le building pendant les pannes électriques. Et lors de la remise sous tension, il y a eu une surcharge et ça a endommagé le serveur de la station. Pourquoi un délai de 2 jours est-il survenu avant qu'on retourne en ondes? Les pièces endommagées provenaient de l'Ontario et puis, comme un malheur n'arrive jamais seul, on le sait, Andréane, la tempête de neige a causé des ralentissements dans le délai, dans la livraison de l'équipement. Et puis, finalement, l'équipement est arrivé dans la soirée hier. Donc, on a fait tout ce qu'on a pu pour être le plus rapidement possible, réparer les choses. Et est-ce que des solutions sont envisagées pour empêcher un tel incident? Évidemment, l'équipe va procéder à un bilan des événements pour voir ce qui pourrait être fait afin que l'incident ne se reproduise plus. Mais quand j'ai parlé au rédacteur en chef d'Ici Radio-Canada Saguenay-Lac-Saint-Jean, Christian Grégoire, la priorité, il était 10 heures le matin, c'était de revenir en ondes pour le téléjournal midi. Et donc, il était confiant d'y arriver et le temps lui a donné raison puisque 11h55 bien précise, le téléjournal Radio-Canada était en ondes au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Et en terminant, comment était l'ambiance aujourd'hui à la station? Monsieur Grégoire précise que les journalistes, évidemment, préfèrent quand leur travail peut être mis en ondes, mais ils ont travaillé pendant les 2 jours, comme à l'habitude, puisqu'ils servent aussi la plateforme web et la radio de Radio-Canada également. Et puis, on a pu voir leur reportage et leurs brèves inclus dans le téléjournal de l'Est du Québec hier. Merci beaucoup, Marie-Claude. Ça fait plaisir. Les relations entre le maire Jean Tremblay et la coordonnatrice de Logement Trade, Sonia Côté, sont plutôt tendues depuis quelque temps. Madame Côté organise des sit-ins à l'hôtel de ville dans le but de faire plier le maire pour qu'il accorde 750 000 $ étalés sur 10 ans, accompagnés d'un rabais de taxes de 25 ans. Mon collègue Nicolas Cloutier l'a reçue sur notre plateau cet avant-midi, où elle est venue faire le point. Bonjour, Madame Côté. Bonjour. Vous prévoyez, vous souhaitez obtenir 750 000 $ sur 10 ans et un rabais de taxes pour le projet de la coopérative d'habitation La Solidarité. Pensez-vous pouvoir convaincre le maire Jean Tremblay? Bien, à date, tous les projets qu'on a fondés, en fait, depuis 18 ans, là, on a fondé 4 coopératives d'habitation. La 4e, c'est la Persévérance. On a toujours eu une bonne collaboration là, avec le maire. Des fois, il y a des hauts, des fois, il y a des bas, mais ça fait partie de la bataille là, collective que l'on mène. Et effectivement, on aura à convaincre peut-être plus le maire là, ces prochains mois pour arriver à fonder là, ces 12 nouveaux logements sociaux. Êtes-vous en désaccord avec le point de vue de Jean Tremblay qui dit que vous avez déjà reçu beaucoup d'argent de la Ville? Bien, il faut faire une différence. Hein? Je pense que ça porte à confusion. Premièrement, à la Ville, il y a un fonds de développement de logement social qui permet de fonder des logements sociaux. Alors, évidemment, la Ville doit verser 216 000 par année dans chaque budget annuel. Et l'argent qu'il est pris dans ce fonds-là est pour construire des logements sociaux. Et ça ne va pas à Logement Trade. Alors, il faut faire une différence. L'argent qu'il est donné pour le logement social, Logement Trade reçoit 0 cent par rapport à ces projets. Oui,
y a de l'argent qui est disponible et c'est possible encore là, de pouvoir en obtenir dans les prochaines années. Madame Côté, auriez-vous aimé que Josée Néron ait plus loin dans sa justification de la poignée de main lors du dernier sit-in? Bien, c'est certain que ça nous a questionnés. Hein? Les militants, entre autres, c'était la première fois d'ailleurs qu'ils rencontraient là, Mme Néron. On s'est demandé effectivement quelle était la signification là, de cette poignée de main. On a discuté avec elle là, par téléphone hier, en fait, et elle nous a expliqué que c'était par politesse, mais aussi en solidarité avec notre combat. Maintenant, on aura une autre rencontre là, le 3 mars prochain pour discuter davantage du projet et on va essayer de la convaincre d'appuyer plus ouvertement là, la coopérative, la solidarité. Comment réagissez-vous aux propos de Jean Tremblay qui dit que vous n'êtes pas la voix des pauvres? Bien, en fait, moi, je n'ai jamais dit que j'étais la voix des pauvres. Là. Ça, c'est vraiment pas le cas. Là, je m'entraide dans une mission et ça donne que moi, je suis la coordonnatrice. Alors, la mission de Logement Entraide, c'est d'être le porte-parole, d'être là pour représenter les besoins des ménages locataires à faible revenu de Saguenay. Alors, moi, je suis la porte-voix de ces ménages. Alors, je pense qu'il ne faut pas personnaliser là, le débat là, par rapport à la pauvreté versus une personne. Au contraire, c'est vraiment la lutte à la pauvreté, c'est collectif et c'est ensemble. Alors, quelle a été à chaud votre réaction par rapport à ce texte? Bien, il y a eu une déception, évidemment, là, par rapport aux propos du maire. Mais encore là, écoutez, moi, personnellement, je ne suis pas rancunière, là. Alors, on souhaiterait bien avoir une rencontre avec M. Tremblay pour justement là, essayer d'arriver à une solution commune. Parce que le but, au fond, c'est de loger des ménages locataires. Ces citoyens vulnérables de Saguenay, hein, en tant que maire, il se doit aussi de répondre là, à cette portion de la société. Alors nous, ce qu'on demande, là, c'est une rencontre pour dialoguer autour d'une table et arriver à une entente. On sait que le taux d'inoccupation des logements bat des records au Saguenay présentement. Quelle serait une solution? Bien, en fait, vous savez, au début du programme Accès-Logis, le programme qui permet de faire des logements sociaux et qui donne des subventions gouvernementales, le gouvernement achetait des immeubles pour les convertir en logements sociaux. Alors, s'il y a des propriétaires qui ne trouvent pas satisfaction là, au niveau de la rentabilité de leur immeuble, bien, c'est toujours possible là, de les convertir, de les acheter et de loger ces ménages dans le besoin. Alors ça, c'est une porte ouverte. Et vous savez, le taux d'inoccupation, c'est aléatoire. Hein. Une année, ça peut être très haut, une année, ça peut être très bas. Alors, il ne faut pas se fier au taux d'inoccupation actuel là, pour décider de l'avenir du logement social. En terminant, vous n'avez pas eu l'appui du maire ni l'appui de l'opposition dans vos derniers projets. Pensez-vous que ce serait une avenue à considérer de vous présenter comme conseillère? Bien, c'est une question fort pertinente qui ne m'a jamais été posée. Alors, je vais peut-être y réfléchir dans les prochains mois. Mais écoutez, moi, je pense que Logement Entraide, c'est une forme de parti politique, mais en faveur des ménages locataires appauvris. Alors moi, j'y trouve mon compte là, pour défendre les plus vulnérables de notre société. Est-ce que la politique va m'intéresser éventuellement? Bien, c'est une question que je pourrais répondre un peu plus tard. Mais donc, c'est ça, j'en comprends que la politique est intéressante. Bien oui, c'est vraiment... je ne dirais pas une passion, mais je vous dirais que je suis de très près là, la politique. On en fait d'ailleurs de la politique hein, actuellement avec Logement Entraide. Alors, écoutez, vous me prenez à court, là, je ne me suis jamais vraiment posé la question, mais peut-être qu'éventuellement, ça pourrait être une avenue. Qui sait? À méditer. À méditer, en Merci effet. beaucoup, Mme Côté. Merci à vous. Le propriétaire du zoo de Falardeau, Daniel Gagnon, est en colère parce que Québec a accordé une subvention de 26 millions au zoo de Saint-Félicien. Il a mentionné en entrevue sur les ondes de Radio-Canada que l'aide financière aurait pu être divisée pour aider une douzaine d'entreprises régionales plutôt qu'une seule. Le court-métrage Bleu Tonnerre, réalisé en région, a remporté le Special Jury Mention Award au Cinéma on the Bayou Film Festival en Louisiane hier. C'est dans la catégorie Narrative Short que le travail des cinéastes saguenayens Jean-Marc Roy et Philippe David s'est démarqué.
Le Saguenay-Lac-Saint-Jean a une nouvelle ville depuis janvier dernier. Il s'agit de Saint-Honoré, qui, avec tout près de 6 000 résidents, devient la 9e ville de la région. Une décision qui est bien accueillie par les citoyens de l'endroit. Le reportage de Michael Demers. Fini l'appellation municipalité pour Saint-Honoré. Le 9 janvier dernier, le ministère des Affaires municipales, des régions et de l'occupation du territoire a confirmé la nouvelle qui a réjoui le maire Bruno Tremblay. Mais c'est le fait que c'est donner une nouvelle image, se donner une nouvelle structure. On a également un nouveau logo. Fait que c'est se donner une couleur rafraîchissante, dynamiser le milieu plus un peu. Le changement de statut ne nécessite qu'une seule chose, avoir plus de 5 000 habitants. Un objectif rempli par la municipalité. Nous, on est rendu tout près de 6 000. Il manque à peu près, je pense, 40 personnes pour 6 000. D'après moi, on va l'atteindre en 2016. L'écho est positif pour la plupart des citoyens rencontrés. Je pense que ça a du pour et ça a du contre. Rendu là, c'est dur de peser le pour et le contre, donc j'imagine que c'est une bonne nouvelle. Je trouve que c'est une bonne idée. La population que l'on est, puis Saint-Honoré se développe de plus en plus. Il y a plusieurs quartiers domiciliaires qui s'installent. C'est plaisant, là. On se considère comme en ville. Là. Oui, je suis très contente, sauf que c'est sûr que nos taxes augmentent il y a beaucoup d'avantages et beaucoup de désavantages. Le maire est clair, il n'y a pas de hausse de taxes de prévu avec ce changement. En fait, c'est une question de marketing plus que ça ne change pas grand-chose au niveau des citoyens et au niveau des taxes, puis ça ne change rien par rapport à ça. Le maire compte donc sur le nouveau statut de Saint-Honoré afin que le développement s'accentue. Chose réalisée d'ailleurs alors que l'école ici a annoncé d'importants agrandissements pour toutes ces familles qui viennent s'installer ici. Michael Demers, ATM Nouvelles, à Saint-Honoré. 2 citoyens du Saguenay-Lac-Saint-Jean ont été reconnus coupables d'infractions liées à la contrebande de tabac aujourd'hui au palais de justice. Marc Simard et Angelo Réginal Potvin devront payer respectivement des amendes de 172 000 et de 148 000 $. L'évaluateur immobilier Lionel Sansfaçon a témoigné aujourd'hui au procès pour inhabilité assiégée du conseiller municipal Jacques Fortin. Devant le juge Bernard Godbout, l'expert a expliqué les raisons pour lesquelles il avait évalué le terrain à 54 000 $. Il l'a comparé avec des dizaines de terrains du secteur et a tenu compte des avantages et des inconvénients du terrain. À cette époque, la conjointe de M. Fortin, Hélène Girard, avait payé 23 400 $ pour l'acquérir. 10 ans plus tard, l'expert en évaluation en estime la valeur à près de 200 000 $. Le centre-ville de Jonquière est en pleine relance, selon la conseillère municipale du secteur, Sylvie Gaudreau. Elle croit que l'investissement de 27 millions annoncé l'automne dernier permettra au centre-ville d'être plus vivant. Xavier Demers, Sylvie Gaudreau est optimiste concernant le centre-ville de Jonquière. En effet, Mme Gaudreau est très optimiste au sujet de l'avenir du centre-ville. L'investissement, justement, dont vous avez parlé, de 27 millions de dollars du promoteur Hugues Harvé, qui se concentrera, entre autres, sur l'ancienne bâtisse du Potvin-Bouchard et de l'immeuble de CKRS TV. On a parlé avec Mme Gaudreau de la dévitalisation du centre-ville de Jonquière. Elle trouvait que c'était un mot beaucoup trop fort pour la situation. Je vous invite à l'écouter. Et on est en transformation constante. Alors, c'est ça. Le terme m'a surpris parce que j'ai dit, mais ça, on a parlé de ça il y a un certain temps. Parce que ici, comme ailleurs, il y a eu des changements. Madame Gaudreau est confiante que Hugues Harvé tiendra ses promesses? Oui, en effet. Bien, M. Harvé, ce n'est pas son premier projet qu'il développe avec la Ville. Il a été, entre autres, impliqué dans le projet de la bâtisse de Desjardins sur la Saint-Dominique. Le projet, comme on l'a dit, comme on en a parlé, c'est un projet qui est autant du niveau résidentiel que du niveau commercial. Je vous invite alors à écouter Mme Gaudreau au sujet de M. Hugues Harvé. Jusqu'à date, il a toujours fait ce qu'il a dit. Avec Perception Desjardins, il avait dit qu'il agrandirait pour répondre à leurs besoins. Ça s'est fait. On n'a pas de raison, nous autres, de ne pas croire ce qu'il dit. Puis, je pense que d'habitude, il fait ce qu'il dit. Que pense-t-elle des nombreux locaux vides à la place Centre-Ville? Bien, Mme Gaudreau a reconnu la situation, justement, du fait que le place Centre-Ville est un peu désert. Seulement une petite visite dans les couloirs du centre d'achat et on peut constater qu'il y a quand même à peu près le tiers des locaux qui sont vides. Donc, oui, elle a reconnu la situation, mais elle a aussi salué les efforts de place Centre-Ville pour essayer d'attirer plus de commerçants dans son centre d'achat. Place Centre-Ville, on soulignera le contrat
de 50 ans qu'ils avaient signé. À la fin de ce contrat de 50 ans qui se terminera en 2025, c'est la Ville qui sera propriétaire du centre d'achat. Aussi, Mme Gaudreau avait souligné l'arrivée de Nordia, le centre d'appel de la compagnie Bell, justement dans Place Centre-Ville. Donc, c'est exactement ça. Mme Gaudreau qui est très optimiste pour la suite des choses au centre-ville de Jonquière. Merci Xavier. Ça m'a fait plaisir. On les voit de plus en plus dans les sentiers, ces bicyclettes à gros pneus. Depuis 2010, la popularité du fat bike a explosé partout dans le monde. Ces vélos aux roues surdimensionnées permettent aux cyclistes de parcourir différents terrains autant en été qu'en hiver. Louis-Philippe Sanson a les détails. Les premiers modèles de fat bike ont été fabriqués en 1980 en Europe. Le sport s'est ensuite exporté sur les plages de la Californie où l'Amérique du Nord a découvert ces vélos nouveaux genres. Depuis, la popularité ne cesse d'augmenter, comme l'explique le gérant du magasin Ultraviolet de Jonquière, Michael Gay. Je pense que ça va juste grossir, là. On est dans une bonne vague. Des fois, ça peut être une mode qui passe en quelques années. Des fois, ça peut être quelque chose qui va rester et qui va devenir une norme. Toutes les compagnies ont embarqué, donc normalement, si toutes les compagnies embarquent, ça veut dire que c'est un bon signe. Disponibles à des prix variant entre 500 et 6 000 $, ces vélos ont plusieurs caractéristiques propres à eux. Là, on est rendu tout près de 5 pouces, donc 4,7, 5 pouces là, de largeur. Vraiment pour offrir le maximum de traction, un effet de confort pour la balloune qui va être un petit peu plus absorbante, puis aussi une traction dans la neige, un petit peu de flottabilité, si on peut dire. Peu importe le terrain, le fat bike saura s'y aventurer. C'est un vélo, dans le fond, qui n'a pas tant de limitations. Il y en a qui pourraient faire carrément du vélo de montagne, donc soit l'hiver, soit l'été. Tu peux rouler avec ça dans le sable, comme on dit, sur la roche, dans les racines, dans les bosses. C'est vraiment une utilisation multiple. Les amateurs de fat bike peuvent venir pratiquer leur sport favori dans n'importe quel sentier de vélo, comme ici au sentier panoramique à Chicoutimi. Au Lac-Saint-Jean, une compétition qui a attiré des gens de la France, des gens des États-Unis, un petit peu partout. La traversée du Lac-Saint-Jean, c'est un événement qui se fait déjà depuis quelques années, qui est rendu en fat bike cette année. Il se fait des compétitions un petit peu partout au Québec. Il y a des montagnes qui développent aussi, comme le Mont-Lac-Vert, ont développé des sentiers vraiment exprès pour ça. Le fat bike a gagné rapidement en popularité, que ce soit par les ventes croissantes ou encore par les compétitions qui voient le jour. Mais une question demeure, est-ce seulement une mode passagère qui se soufflera ou un sport qui est là pour rester? Louis-Philippe Sanson, ATM Nouvelles, Saguenay. La protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, a dénoncé ce matin en conférence de presse que les Inuits sont incarcérés dans des conditions dignes du tiers-monde. Dans le rapport sur le système carcéral au Nunavik, Mme Saint-Germain nous nomme en exemple l'insalubrité, les cellules surchargées et les caméras de surveillance omniprésentes, même jusque dans les toilettes. Un homme de 38 ans, Carl Tremblay, a été reconnu coupable d'une dizaine de chefs d'accusation aujourd'hui au palais de justice de Saguenay. Marc-Antoine Turcotte, le juge Richard Daoust a rendu sa décision ce matin. Les chefs d'accusation pour lesquels il était accusé étaient entre autres pour capacités affaiblies, bris de condition et refus de se présenter en cours pour des événements qui s'étaient déroulés en 2014. La couronne réclamait 2 ans moins un jour de pénitencier plus une période de probation, tandis que la défense tentait, elle, de culpabiliser son client pour 80 jours plus une période de probation. Finalement, Tremblay a écopé de 14 mois moins 40 jours de détention provisoire. 3 ans de probation, dont 2 ans où il sera suivi de très près, en plus d'une interdiction de conduire. Est-ce que des facteurs ont influencé la durée de la peine? Oui, depuis son arrestation en 2014, il a fait preuve d'une certaine reprise en main. Il a suivi une thérapie, en fait, il a suivi 2 thérapies. Il s'est aussi rapproché de sa fille. Était-il connu de la justice? Il était connu de la justice depuis assez longtemps puisque sa première arrestation est survenue en 1991. Plusieurs facteurs aggravants ont fait en sorte que le juge, qui ont pesé dans la balance du juge, dont le fait qu'il se soit fait arrêter à 4 occasions en 2014. Il a été aussi expulsé de sa première thérapie qu'il a suivie après son arrestation. Puis il a aussi un lourd passé judiciaire. D'autres causes importantes ont-elles été reportées? Oui, le juge André Simard était absent aujourd'hui du palais de justice, donc la plupart des causes qui se déroulaient en salle 2.07 ont été reportées à des dates ultérieures. C'est un peu le maître théorique qui a volé la vedette aujourd'hui, si vous me permettez le terme, puisque son client, Pierre-David Blackburn, qui est lui accusé de bris de condition, était incapable de se présenter en cours aujourd'hui. Le client de Maître Théorel lui a téléphoné ce matin pour lui dire qu'il était tombé autiste pendant la nuit, donc il ne pouvait pas se présenter en cours aujourd'hui. Le client, M. Blackburn, souffre d'un trouble antisocial et il est aussi schizophrène, mais il avait tout de même été jugé apte à subir son procès par les médecins.
Donc, c'est un dossier qui est à suivre. Le juge Jean Hudon avait trouvé ça bien drôle. Il ne croit pas vraiment aux excuses de M. Blackburn. Et puis, M. Blackburn pourrait maintenant être mis en état d'arrestation puisqu'il ne s'est pas présenté en cours. Merci Marc-Antoine. Bonne soirée. La comédie musicale Cabaret, montée par des étudiants du Cégep de Jonquière, aura lieu samedi soir. Tous les comités se sont affairés cette semaine à peaufiner leur travail respectif. Un reportage de Marie-Pascale Fortier. La troupe de comédie musicale du Cégep de Jonquière s'apprête à présenter le fruit des efforts qu'ils déploient depuis maintenant 4 mois. Ils finalisent actuellement les derniers préparatifs de leur pièce Cabaret. Ben écoute, ça va vraiment bien. Là, notre merveilleux costumier, Alex Saint-Pierre, il nous a rajouté une petite barre ici parce qu'on avait quand même des problèmes avec l'ajustement du corset pour certaines danseuses. Puis là, on aime vraiment le résultat, fait qu'on est vraiment contente puis on a hâte de vous montrer ça. La vente de billets se déroule très bien selon l'un des 2 metteurs en scène, Thomas Gaudreau. On a vendu une grande majorité des billets VIP. Pour ce qui est du parterre, la salle est quand même pleine. On va peut-être ouvrir les balcons si on a assez de demandes. Les derniers préparatifs de la comédie musicale causent beaucoup de nervosité dans l'équipe. Malgré tout, tout le monde se sent prêt à monter sur scène samedi soir. Je me sens prêt, puis j'étais pas nerveux encore, sauf que je me suis rendu compte que notre général, c'est quand même vendredi, puis c'est notre dernière fois avant le spectacle, donc je me suis dit, eh mon Dieu, il y a un petit stress qui est embarqué aujourd'hui. Donc ça va simplement être plaisant à faire, là, ouais. Les décors sont ce qui cause le plus de sueur froide aux metteurs en scène actuellement. Le décor, la structure, c'est très ambitieux cette année. C'est une grosse structure, ça bouge, des portes qui s'ouvrent, des portes coulissantes. C'est pas mal de ce côté-là que ça devient stressant. Là, vous ouvrez les bras. Nous commencerons ce soir la Saint-Sylvestre, le Kit Kat Club, le club... Sinon, une autre de mes peurs, c'est qu'il y a un morceau de décor qui tombe. Parce que j'ai quand même construit des décors, fait que je suis pas super bon, fait que j'ai peur que ça tombe. Attention, bébé. Mon Dieu, j'oublie toujours. Bien sûr, c'est pas toi qui es mortellement malade. Donc ça avance, les décors, les costumes, tout ça, c'est ça qui reste. Donc l'habillage de la scène, mais pour ce qui est des comédiens, ils sont prêts, ils sont vraiment bons, puis ils vont livrer une solide performance. L'équipe de la comédie musicale du Cégep de Jonquière travaille d'arrache-pied depuis novembre pour présenter la pièce Cabaret. Le spectacle a lieu ce samedi, le 20 février, à la salle François Brassard et les billets sont actuellement en vente à l'encrier étudiant. Marie-Pascale Fortier, ATM Nouvelles, Saguenay. Le ciné-club du Cégep de Jonquière accueillait hier pour la 4e fois les Lions de Cannes, une projection regroupant les meilleures publicités de partout dans le monde en 2015. Sophie Rouillard, comment s'est déroulée la soirée? Eh bien, Andréane, la soirée s'est débutée à 18h30. Un petit cocktail attendait l'audience, finalement. Il y avait des bonbons, des guimauves enrobés de chocolat et des chocolats chauds. Dans le fond, le cocktail était vraiment dans le but de mettre le public dans l'ambiance du thème de la soirée, qui était l'après-ski. Pourquoi avoir choisi le thème de l'après-ski? Eh bien, on va le voir dans la bande-annonce qui va suivre après. Dans le fond, ils ont décidé de prendre l'après-ski pour vraiment mettre l'ambiance dans l'audience, dans une ambiance vraiment confortable et plus tranquille, si on veut, parce que les années précédentes, les Lions de Cannes étaient vraiment dans une ambiance vraiment plus mondaine, plus chic, ambiance plus tapis rouge. Donc, on regarde la bande-annonce. Ben voyons, où tu t'en vas avec les skis de même? Ben, au Lyon, là. Les Lions de Cannes, 17 février, 18h30, à la salle François Brassard. Apporte tes skis. Quelles sortes de publicités ont-elles été visionnées? Eh bien, Andréane, il y avait vraiment tous les genres de publicités. Donc, à un moment, la compagnie de bonbons Skittles racontait l'histoire abracadabrante d'un homme qui était foudroyé par un arc-en-ciel, faisant en sorte que sa peau était maintenant des Skittles. Donc, autant qu'il y avait des publicités humoristiques comme celle-ci, il y en avait d'autres plus tristes, comme la publicité qui vraiment était pour rappeler l'importance des dons d'organes à la population. Donc, c'était des publicités un peu plus tristes, mais plus moralisatrices. Donc, c'était vraiment de tous les genres de publicités qu'il y avait. Et est-ce que les publicités étaient diffusées dans leur langue originale ou est-ce qu'elles avaient été traduites? Elles étaient dans leur langue d'origine. Donc, même s'il y avait des publicités en suédois ou en espagnol, par exemple, on les entendait vraiment dans la langue d'origine, mais elles étaient toutes sous-titrées en anglais pour aider le public à avoir une meilleure compréhension. Merci beaucoup, Sophie. Ça fait plaisir.
Sur la scène sportive maintenant, l'ex-entraîneur-chef des Marquis de Jonquière, Claude Bouchard, retrouvera son poste, mais cette fois-ci pour les Cataractes de Shawinigan. L'entraîneur Richard Martel a quant à lui été approché pour le remplacer. Il n'a cependant pas encore donné de réponse officielle. Les Saguenayens de Chicoutimi disputeront ce soir leur 301e match au centre Georges Vézina contre l'Océanique de Rimouski. Pour souligner l'occasion, une trentaine d'anciens joueurs de l'équipe de Chicoutimi sera sur place. Le Snowcross Saguenay aura lieu cette fin de semaine, les 20 et 21 février, à la zone portuaire de Chicoutimi. L'événement qui se déroule pour la première fois à cet endroit sera gratuit pour tous. Ma collègue Joanie Doré a rencontré plus tôt le promoteur de l'événement, Michel Mallette. Bonjour, M. Mallette. Bonjour. Alors, c'est quoi exactement le prestigieux circuit SCMX? C'est un circuit qui est sanctionné pour tous les coureurs. C'est qu'autrement dit, c'est que l'ensemble des coureurs du Québec, de peu partout à travers de certaines provinces du Canada et des États-Unis sont obligés de participer pour pouvoir accumuler des points, pour se mériter justement les trophées de fin d'année. C'est pour ça qu'il y a 12 compétitions par année sur le circuit qui est sanctionné et on est, nous autres, vers la fin de l'étape. Après nous autres, il va y avoir 3 autres activités. Mais le plus important, c'est que je pense que chez nous, on est la place de l'or blanc au Québec, puis on en est très fiers pour recevoir cette compétition-là. On sait que c'est la première fois justement à la zone portuaire. Alors, pourquoi est-ce qu'on a choisi Saguenay comme emplacement? La zone portuaire, elle a un cachet spécial. On veut essayer de dynamiser aussi le secteur économique. On veut, c'est gratuit pour toute la population à participer à un événement de sport extrême. Ce qu'on veut réellement réaliser, c'est donner un petit peu, c'est une période un petit peu morose et c'est un show qui est exceptionnel où l'adrénaline pour tous les gens qui vont être là, j'ai pas besoin de leur parler des bruits de moteur ou quoi que ce soit. Ils vont en avoir non pas seulement pour leur déplacement, mais ça va être une journée explosive d'action du début de 9h à 4h de l'après-midi. Vous vous attendez à recevoir combien de personnes environ à l'événement? Dans un snowcross standard, normalement, on a 1500 personnes par jour. Compte tenu que c'est gratuit pour toute la population, on invite, nous autres, tous ceux qui ne connaissent pas les sports extrêmes comme ça, et les familles à venir se joindre à nous. Et on s'attend réellement à 3 ou 4 000 personnes par jour. Ça devrait être assez exceptionnel. Et puis, les concurrents qui vont y participer, est-ce qu'on en connaît qui sont issus de la région? Oui, il y a le petit Lebel là, qui est ici, qui est un jeune de 13 ans, qui est premier dans sa catégorie. Il est 2 fois plus petit que la motoneige ou 3 fois plus petit que la motoneige. Je ne sais pas comment il fait pour conduire ça. C'est un phénomène. Les autres coureurs l'appellent le phénomène. C'est sûr qu'on a Tim et Max, les deux des champions aux États-Unis, qui ont été à Valco la semaine passée et qui rejoignent toute l'équipe ici. Tim Tremblay, entre autres, en passant, pour venir mettre un peu de piquant dans notre compétition. Mais faites-vous-en pas, les coureurs de chez nous et d'ailleurs au Québec, c'est la différence entre le premier et le troisième, c'est des fractions de seconde. Et puis, ces concurrents-là, est-ce qu'ils vont pouvoir se remporter des prix? Oui, à l'ensemble de la fin de semaine, c'est quand même intéressant. Il y a 10 500 $ en bourse qui sont remis aux coureurs. Et le montant des sommes d'argent, ça a de l'air prestigieux parce que c'est 10 500 $, mais aux États-Unis, ce même type de compétition-là, on parle de bourses de 50 ou de 60 000 $. Et puis, les juges de la compétition, est-ce qu'ils sont connus? C'est tous des juges qui sont accrédités, encore une fois, par le circuit. OK. Je pense que la meilleure façon de vous expliquer la façon que ça fonctionne, c'est que les premiers qui arrivent, il y a quand même un point GPS pour s'assurer que quand ça arrive sur la ligne d'entrée, parce qu'il y a des sauts où les compétiteurs peuvent sauter 20 ou 24 pieds de haut, c'est que souvent, vous allez vous faire dépasser, pas par le côté, mais vous allez vous faire dépasser par-dessus votre motoneige. Et puis là, la fin de semaine, comment elle va se dérouler? Là? Elle se déroule d'une façon très simple. C'est de 9h à 4h les 2 jours, le samedi et le dimanche. Et chaque journée est une journée complète, avec toutes les qualifications et les finales à chaque jour. À chaque jour, il y a une finale. OK, il n'y a pas une grande finale dimanche. Chaque jour est une journée qui compte pour chacun des coureurs pour amasser des points. Et s'amasser le plus de points possible pour essayer de gagner le fameux trophée prestige du circuit SCMX. Et puis là, on se souvient, c'est la première fois que vous l'avez, donc comment on fait pour se préparer à un événement comme ça? Il faut être un peu passionné, un peu fou, OK, pour mettre ça en place, là. Mais je pense que dans nos passions, nous, l'emplacement, moi, je l'ai déjà organisé 3 fois dans des municipalités. Mais quand j'ai vu la place où la zone portuaire était située,
Je me suis emballé, je me suis dit avec l'entourage, la compétition, les gens qui nous entourent, c'était un gros défi à relever, on l'a relevé. Et à l'heure où on se parle, la température elle devrait être de notre côté en fin de semaine. Je pense que, la surprise des gens qui vont voir quelque chose qu'ils ne connaissent pas, les vrais amateurs de snowcross, eux autres vont tous être au rendez-vous parce que c'est le sport, en tout cas c'est leur passion eux autres aussi. Parce que j'imagine un peu que la température, vous deviez craindre un peu là, pour la fin de semaine. Tout le monde craint la température. À Valco, la semaine passée, il faisait moins 27, moins 30. C'est qu'être debout à regarder une compétition, qu'elle soit explosive ou pas, à moins 30 degrés, l'intérêt, le temps que vous pouvez endurer, ça dure quand même de 9 à 4. Mais nous, on est, comme on dit, on est dans la crème du circuit pour l'instant avec la température. Et puis les compétiteurs là, qui vont se rendre là, comment ils font pour se préparer à ce genre d'événement-là? On s'arrive tous préparés. Ils ont tous des trailers avec des trailers de 40 ou 48 pieds. Les mécaniciens sont avec eux. Un compétiteur, c'est minimum 5 personnes. Mécaniciens, les gens qui font le tour de la piste, vérifier les obstacles, essayer de voir comment ils peuvent améliorer leurs compétences sur chaque coureur nous amène 5 personnes et ça va nous amener des retombées économiques extraordinaires pour la région. Ça, on va en faire le post-mortem après. Rapidement, on s'attend à quoi comme retombées? Bien, écoutez, des retombées, quand je vous dis qu'on va avoir 5 000 personnes durant la fin de semaine ou 6 000 personnes, je ne le mettrai pas en dollars cette année, c'est notre première activité, mais ça va être des retombées dans lesquelles on va pouvoir en faire une belle historique pour rendre l'événement récurrent pour les années à venir. Ça, c'est sûr et certain. Alors, on rappelle que l'événement, c'est cette fin de semaine, le 20 et 21 février, et que l'entrée est gratuite pour tous. Ça se passe à la zone portuaire de Chicoutimi. Merci, M. Mallette. C'est moi qui vous remercie de m'avoir reçu. Merci. À la météo, Marie-Michel Lacroix, le temps se réchauffera au cours des prochains jours. Effectivement, Andréane, si ce matin, c'était très frisquet à Saguenay, les températures qui se sont réchauffées au cours de la journée avec le beau soleil qu'on a présentement. Malheureusement, à Saguenay, le ciel risque de se couvrir en soirée. Un minimum de moins 18 degrés est attendu pour ce soir et cette nuit. Mais heureusement, c'est le retour du soleil dès demain. Un beau vendredi assez doux avec un minimum de moins 3 et on pourrait même dépasser la barre du zéro avec 4 degrés. Et c'est un peu le même scénario du côté du lac Saint-Jean. Pour ce soir et cette nuit, ça risque de se couvrir un peu plus tôt, minimum de moins 18 également. Et c'est également une journée ensoleillée qui est attendue au lac Saint-Jean, un peu le même phénomène, donc moins 3 degrés au minimum et on risque d'atteindre 4 degrés. Donc ce sera une très belle journée demain, une journée parfaite pour faire des activités. Et je ne vous le cache pas, présentement, on est au-dessus des normales de saison, ce qui est une très bonne nouvelle. Merci Marie-Michel et merci à tous d'avoir été là. On se revoit la semaine prochaine.